BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdocom. C'est l'heure de votre rendez-vous du week-end sur BFM Business pour tout savoir sur la com des entreprises et l'actu de la pub. La Redoute joue la corde sensible. La marque dévoile un court-métrage mettant en scène la relation complice entre deux frères. Un spot signé par l'agence Fred et Farid Paris. Sa directrice générale, Séverine Autret, sera avec nous dans un instant. Du côté des marques également cette semaine, on a assisté à la transformation de Volkswagen en Volkswagen. Un changement de nom qui n'était en fait qu'un poisson d'avril. Simon Tenenbaum vous racontera comment cette plaisanterie a semé la confusion. Enfin, zoom sur les cookies publicitaires. Depuis jeudi, la CNIL devient plus sévère quant à leur utilisation. Quels vont être les impacts sur le marché de la pub digitale? Nous poserons la question à Nicolas Rieul, directeur général de Criteo France. Voilà le programme, on commence par un tour de l'actu pub. BFM Business, Hebdocom, les news. Et il est en rythme avec le générique, il ne veut pas que ça se sache, mais on va le dire. Bonjour Frédéric Roy. Bonjour Marie. Le rédacteur en chef de CB News est avec nous et du côté de BFM Business, c'est Julien Rizzo. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Julien, on commence par votre coup de cœur de la semaine. C'est PMU Sport qui a dévoilé le deuxième spot de sa saga Émotion forte. Oui, vous vous souvenez peut-être du premier spot il y a un an. On pouvait entendre un commentateur complètement fou s'enflammer au moindre fait et geste de l'équipe de France de football. Eh bien, PMU Sport réitère sa campagne, toujours avec l'agence Buzzman. On retrouve à nouveau le youtubeur Freddy Gladieux, plus en forme que jamais, commenter l'arrivée de l'équipe de France dans les vestiaires ou simplement en train de s'échauffer. Attention à vos oreilles. Et les joueurs de l'équipe de France qui entrent calmement dans le vestiaire. Adrien Rabiot qui s'apprête probablement à retirer son masque. Oui, oreille droite, oreille gauche, il va le mettre dans le placard, oui. Mendy qui referme sa bouteille. Quel geste, quelle précision. Oh non, 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 ça passera pas pour Olivier Giroud. C'est raté de peu. Et il va aller au bout. Il va aller au bout. Oui, ça fait un cercle parfait. Hernandez, Mbappé, Kimpembe, Hernandez à nouveau, Griezmann. Le ballon qui ne touche pas le sol depuis plus de 10 secondes. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Un moment d'anthologie. On voit qu'il a plein d'énergie. Une campagne à l'approche de l'Euro 2021 qui veut montrer qu'avec les paris, on vit la passion du sport encore plus intensément. C'était déjà notre coup de cœur l'année dernière d'Hebdocom, on en avait parlé. Moi, c'est encore mon coup de cœur cette année, je l'aime beaucoup. On continue avec le petit dernier d'Intermarché, Julien. Et moi, c'est le nom de cette nouvelle campagne du distributeur et pour cause, ce sont deux petits mots qui, qu'entend à longueur de journée sur un jeune couple parent de 3 enfants, que ce soit à la plage ou à la fête foraine, chaque enfant essaye d'attirer un peu plus l'attention vers lui. Je vous laisse entendre un extrait. La suite, ce sont des repas animés, des chamailleries entre les 3 frères et sœurs. Avec ce spot signé Romance, Intermarché montre que famille nombreuse rime bien avec famille heureuse. Et l'occasion pour le distributeur de promouvoir une offre commerciale de moins 10% sur une sélection de produits à destination de ces familles. Et on finit avec Cuisinella et son manifeste du mieux. En quoi ça consiste? Comment définir le mieux? Eh bien, c'est ce qu'a fait le cuisiniste avec ses publicités. Sur différentes scènes, on le voit, plusieurs personnes réinventer, réinvestir leur cuisine, leur salon d'une toute autre manière. Une voix off nous explique ce qu'est le mieux. Le mieux, c'est quand c'est mieux qu'avant. Et quand c'est mieux que juste bien. Le mieux, c'est de chercher, de trouver. Le mieux, c'est d'essayer, de partager, de profiter. En vrai, le mieux, c'est de s'écouter. On voit donc un jeune homme rouler en skate dans son salon, une famille sur son canapé se croyant dans un parc d'attractions, ou encore ce petit chien pour qui le mieux consiste à s'asseoir sur un robot aspirateur pour se déplacer. Imaginé par l'agence Mom Mother of Mine, Cuisinella veut surfer sur le confinement qui a pu permettre aux Français, dit-il, de se rendre compte des problématiques d'agencement dans leur intérieur. Merci Julien Rizzo. Frédéric, vous nous parlez ce week-end d'Alpine. Alors je ne sais pas si c'est le journaliste qui va s'exprimer ou le fan de Formule 1. Quoi qu'il en soit, Renault a pris la parole, mais avec 2 agences différentes. Ouais, c'est pas commun. En fait, Alpine, c'est une marque qui n'a pas beaucoup parlé pendant toute son histoire. Et puis, dimanche dernier, juste avant le premier Grand Prix de la saison, il n'y a pas eu un, mais il y a eu 2 films. Et ce qui est encore plus original, c'est que c'est 2 agences différentes qui l'ont fait. Je m'explique.
Un premier film a été commandé par Renault, l'agence de Renault, c'est Publicis. Voilà, c'est ce film, il raconte l'histoire d'Alpine en Formule 1, avec des belles images commentées par Alain Prost. Et puis il y a un deuxième film qui lui a été commandé par la marque Alpine, dont l'agence est Havas. Paris, voilà, et c'est un film plus classique, disons, très bien fait, de marque sur le plaisir de conduire. Donc c'est pas très commun, tout ça a été donc diffusé juste avant le Grand Prix, en clair sur Canal+. Pour une marque qui parle jamais, c'était plutôt réussi comme entrée en matière. Vous avez une préférence ? Je crois que je préfère un petit peu le premier, le film Formule 1, qui a été produit par Soldat Productions. Ah, c'est beau. Merci Frédéric. BFM Business, Hebdocom. L'invité. La Redoute dévoile un nouveau court-métrage. Son objectif, travailler sur la préférence de marque. Pour en parler, nous recevons Séverine Autret, directrice générale et partenaire de Fred & Farid Paris. Bonjour. Bonjour. Alors c'est votre agence qui signe cette nouvelle campagne et qui met en scène la relation complice entre deux frères. C'est qui Manon? Oh Manon, t'es belle. Oh, je t'aime. Arrête. Tu multiplies en plus et après t'additionnes. Allez, bouge là. On va faire ta demande dans ta chambre. Non, il a pas de bureau. C'est belle. La nuit est passée comme ça. Voilà. Maman, On a marché, la terre a tourné. vas-y, va dans ta chambre. Moi, j'aime trop ta chambre. Maman, je veux pas bouger ma chambre là. J'ai rien Ce que l'on voulait, Ça, il va adorer. parce qu'il y a la liberté. Et voilà, un extrait de ce film réalisé par Géraldine Nakache, comme le précédent d'ailleurs. On voit donc leur chamaillerie, surtout le lien qui les unit et le moment où le grand frère quitte le nid familial pour ses études. Séverine Autret, pourquoi avoir joué la corde sensible dans ce spot ? Parce qu'en fait, depuis 2 ans maintenant, avec La Redoute, on a recommencé à travailler ce qu'on appelle la préférence de marque. Donc on est vraiment dans une logique de générer l'adhésion des Français, de travailler la part de cœur, de faire en sorte que les gens préfèrent la marque La Redoute à d'autres marques. Et le registre de l'émotion est un registre qui fonctionne très bien. Alors on le voit au cinéma, par exemple, où tous les films qui fonctionnent, les films à succès, en particulier en France, où on a une très belle écriture. Vous parliez de Géraldine Nakache, qui en fait partie. C'est des films qui mettent en scène des gens, leur vie de famille, etc. Et c'est un registre qui fonctionne bien également en publicité. Et c'est ce qu'on avait fait effectivement avec le film qu'on a mis à l'antenne l'an dernier, qui s'appelait Loup. Et voilà, on est sur le 2e opus. On avait envie de créer un rendez-vous aussi avec les Français. Donc ce 2e opus était très attendu et effectivement, il est à l'antenne depuis la semaine dernière. Frédéric. Et en effet, alors il est extrêmement émouvant et en plus je trouve, je fais ma petite parenthèse de félicitations, en plus formidablement joué par les deux frères, qui sont vraiment formidables. Mais ma question, effectivement, c'est de se dire, il y a beaucoup de films en ce moment qui jouent sur ce registre, avec talent d'ailleurs, parce que comme vous le dites, on est plutôt bon là-dessus en France, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de banalisation quelque part de ces films un peu sociétaux et du coup qu'on oublie un peu la marque, quoi? Je me demande si c'est pas une vision qu'on a, nous, qui sommes quand même vraiment dans ce métier et qui sommes exposés à tout. Quand je vois les réactions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, depuis le lancement de la campagne la semaine dernière, je crois qu'il y a aucune lassitude des Français et l'accueil est vraiment mais extraordinaire. Je me demande même si les gens finalement dans cette période, on va pas reparler du contexte mais qui est quand même un peu chahuté et compliqué, je me demande si ça leur fait pas du bien aussi de continuer à avoir des jolies histoires. Et puis il y a une dimension qui est supplémentaire concernant La Redoute. On est sur une marque patrimoniale qui est en France depuis plus de 180 ans et laquelle les Français sont attachés. Et alors justement, dans le film, on voit la marque La Redoute à quelques reprises sur un colis, par exemple, que la famille reçoit, ou par exemple quand la mère de famille fait une recherche sur sa tablette. C'est une façon de dire justement que La Redoute fait partie encore du quotidien des Français. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'était de se dire que maintenant La Redoute est un site internet. On n'a plus le catalogue sur la table du salon comme on l'avait nous quand on était plus jeunes et que nos mamans étaient clientes. Et voilà, aujourd'hui, La Redoute, tout se passe en digital, tout se passe sur internet. Mais pour autant, même si c'est une marque qui est devenue virtuelle, on est vraiment
vraiment dans le quotidien des Français. Alors on n'est pas comme une marque d'alimentaire qu'on va consommer, je dirais, toutes les semaines, mais on est quand même là. En particulier, notre objectif, c'est de cibler les familles. Et dans la vie des familles, voilà, vous le savez, il y a des pantalons troués toutes les semaines, il y a des changements de chambre, il y a des déménagements, il y a des naissances. Et donc on est quand même là au carrefour de la vie des gens, souvent dans les bons moments en plus. Donc l'idée, c'était effectivement de souligner ça. D'ailleurs, de fait, vous êtes sur des formats longs, on est dans des histoires, c'est très crédible, c'est très émouvant. Et à côté de ça, vous faites aussi TikTok. Oui. À côté de ça, on fait aussi TikTok parce qu'en fait, la stratégie de communication qu'on a mise en place avec La Redoute, de manière main dans la main, c'est de devenir la plateforme lifestyle préférée des familles. C'est ça notre ambition aujourd'hui. Et un des points sur lesquels on a mis le doigt depuis 2 ans, c'est que si on veut être la plateforme lifestyle préférée des familles, c'est super de s'adresser aux parents. Souvent d'ailleurs, les mamans, elles sont déjà clientes de La Redoute, et puis leur maman avant elle était déjà cliente de La Redoute. Mais il y a un autre élément qui est super important, c'est comment est-ce qu'on arrive à communiquer auprès des enfants, des adolescents, et c'est prouvé, les adolescents, ils ont un impact non seulement sur les achats qui les concernent, essayez de faire mettre à votre ado un pull qu'il n'a pas choisi lui-même, bonne chance, mais aussi potentiellement ils ont un impact sur les achats du reste du foyer. Moi, mon ado de 13 ans, sont des futurs consommateurs aussi. Et puis par ailleurs, c'est sûr, c'est des futurs consommateurs, mais en fait, on était plus dans une logique de se dire, si on veut cibler les familles, il faut qu'on travaille tous les membres du foyer. D'où effectivement TikTok. Donc c'est une nouvelle stratégie qu'on a mise en place depuis l'an dernier et qu'on va poursuivre. Donc vous allez voir beaucoup de choses sur TikTok cette année. Et la volonté, c'était vraiment d'aller sur la plateforme que les ados préfèrent. C'était déjà le cas en 2019, mais en 2020, avec le premier confinement, c'est vrai que les performances de la plateforme sont tout à fait exceptionnelles. Et les performances pour La Redoute sont exceptionnelles, vous les mesurez sur TikTok? Bien sûr, ce qui est génial avec le digital et en particulier avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut tout mesurer. Donc on n'est pas là pour se faire plaisir, c'est un peu la différence entre la pub et l'art. Moi j'adorerais faire de l'art, mais je fais de la pub. Donc l'idée c'est quand même de travailler pour des marques. Et quand on a mis en place la première OP l'été dernier, le La Redoute Challenge, qui est en fait un casting virtuel pour la première fois sur TikTok, on a enregistré plus de quasiment 300 millions de vues et plus de 120 000 contenus créés. C'est un record en France et on est dans les meilleurs cas d'école de TikTok Monde. Donc vraiment, le succès était au rendez-vous et une des raisons de ça, c'est que la démarche qu'on a eue a été extrêmement authentique. On a lancé un challenge et le format du challenge, c'est ce qui cartonne sur TikTok. Les ados passent leur vie à faire ça avec leurs copains. On leur a juste dit, faites pareil et vous allez peut-être devenir les égéries de la prochaine campagne. Le tout relayé par 4 influenceurs. Les influenceurs, aujourd'hui, c'est les stars des ados. Succès garanti. Et du coup, on a refait une OP à Noël. Ouais, à Noël, exactement. Ça fait 7 ans, du coup, que Fred et Farid travaillent auprès de La Redoute. Faire des communications comme ça sur TikTok, ça fait partie de l'évolution un peu de votre relation avec votre client? Alors, effectivement, on a la chance de travailler avec La Redoute depuis 2013. Et quand on a commencé à collaborer, Nathalie Bala et Eric Courteil venaient de récupérer de reprendre la marque. On les a toujours, nous, notre rôle, c'est de les accompagner en communication. On a plutôt commencé par faire du marketing et du conseil, mais effectivement, petit à petit, la relation a évolué en fonction des besoins de la marque. On est là pour répondre aux besoins de nos clients, nous, tout simplement. Et donc, depuis quelques années, on se concentre plutôt sur ce que j'appelle, moi, la préférence de marque. Donc, c'est effectivement comment est-ce qu'on travaille la préférence et la part de cœur des gens. Et La Redoute, de son côté, travaille en interne et fait un boulot extraordinaire sur tout ce qui est des points de contact un peu plus tactiques et un peu plus du quotidien, pousser le bon produit à la bonne personne au bon moment. Donc nous, c'est notre rôle. Et après, à partir du moment où on travaille la préférence de marque aujourd'hui, forcément, ça se passe en digital, forcément, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et voilà, en médias, on fait toujours des binômes télé-digital. C'est comme ça qu'on fait des plans qui marchent. Ce film, d'ailleurs, en ce moment, on peut le retrouver en digital, le film de Frères. Tout à fait. Tout à fait. On est présent à la fois en télé, sur tous les grands carrefours d'audience, Koh-Lanta, The Voice, etc. Et puis également sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Un beau plan média. Merci Séverine Autrey d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation. Directrice générale et partenaire de Fred et Farid Paris. Vous le savez, cette semaine, le 1er avril, jeudi, c'est le jour des poissons d'avril, le 1er avril. Et puis parfois on fait des blagues qui fonctionnent, des fois on en fait qui fonctionnent un peu moins. Et ça arrive aussi aux marques de se tromper. On voit ça tout de suite dans Hebdocom. BFM Business, Hebdocom, l'édito.
Et oui, les poissons d'avril seraient-ils un piège pour les marques? Bonjour Simon Tenenbaum. Bonjour. Et Volkswagen vient d'en faire les frais, Simon. Oui, on va remonter le fil de cette histoire. Ça commence lundi dernier, premier acte. La branche américaine de Volkswagen publie un communiqué de presse sur son site internet avant de le retirer. Très peu de temps après, mais suffisamment longtemps pour que des journalistes et des fans de la marque aient le temps de prendre connaissance de ce texte. Le communiqué affirme que Volkswagen a donc décidé de changer de nom aux États-Unis pour devenir Volkswagen, Volt, une manière de promouvoir sa stratégie électrique, explique très sérieusement le constructeur. Volkswagen qui vient justement de commercialiser son premier SUV 100% électrique, le l'ID4, dans les concessions automobiles américaines. L'info est reprise sur les réseaux sociaux. Beaucoup se demandent s'il s'agit d'une blague, puisque le communiqué a été retiré. Tout ça, évidemment, quelques jours avant le 1er avril. Mais dans un premier temps, Volkswagen ne dit rien sur ce sujet. Le mardi, acte 2, le communiqué est cette fois republié pour de bon sur le site de Volkswagen. Tout le monde pense alors que le groupe confirme que c'était juste une petite erreur technique la veille, que le changement Volkswagen est bien réel, qu'il aura lieu en mai, comme c'était écrit dans le communiqué, où est aussi cité le patron du constructeur aux États-Unis. Le compte Twitter de la marque change le logo. Tout est fait pour que ça soit effectivement très crédible. Mais là, c'est là où les choses s'emballent finalement complètement. Des analystes financiers publient des notes pour saluer la décision. Le cours de Volkswagen s'envole à Francfort, gagne 5%. À Wall Street, où il grimpe de 12%. Ça va vraiment trop loin. Et c'est l'acte 3, mardi soir, donc quelques heures plus tard, Volkswagen est obligé d'avouer qu'il s'agissait bien d'une blague. Et il fallait l'avouer, puisque le groupe risque très sérieusement d'avoir des problèmes avec le gendarme des marchés financiers, notamment pour communication trompeuse au marché. Et du coup, bonne ou mauvaise opération marketing? C'est difficile à dire, hein. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Volkswagen a quand même réussi, au-delà de ses espérances, à faire parler de lui, à faire parler de sa stratégie électrique. Et Volkswagen a un vrai problème et s'en plaint régulièrement de ne pas être assez reconnu pour son virage dans l'électrique, notamment vis-à-vis de Tesla, d'Elon Musk, qui est très médiatique. Volkswagen qui s'est fixé d'ailleurs comme grand objectif de dépasser Tesla, d'être le numéro 1 mondial de l'électrique dès 2025. Mais évidemment, on peut aussi arguer du fait que Volkswagen est peut-être allé un peu trop loin, d'avoir fait une blague qui est finalement trop réaliste pour être drôle et qu'elle ne soit comprise comme une blague. Le problème, et ça c'est un vrai problème, c'est que Volkswagen a un lourd passif en termes de communication trompeuse. On pense évidemment au scandale du Dieselgate qui a écorné son image, surtout aux États-Unis, et beaucoup sur les réseaux sociaux ne sont pas privés de faire le lien entre les deux affaires. Alors ça relance le débat. Est-ce que les marques doivent-elles s'amuser du 1er avril? C'est un sujet récurrent et qui n'est pas si léger qu'il n'y paraît. Il y a quelques années, par exemple, c'était le directeur marketing de Microsoft, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé sur ce plateau, qui avait envoyé un mémo à tous ses salariés pour leur demander de ne pas publier solennellement, de ne pas publier de canular pour le 1er avril. Parfois, le résultat est drôle, parfois il ne l'est pas, écrivait-il. Dans tous les cas, les données nous montrent que ces blagues ont un impact positif limité, donc ils avaient mesuré ça, et que ces blagues peuvent même entraîner une couverture médiatique négative. On le voit là dans le cas de Volkswagen. Google aussi, quelques années avant, avait dû s'excuser pour une blague qui impliquait les mignons, les petits personnages d'animation qui apparaissaient dans les emails parfois très sérieux des utilisateurs de Gmail. Ça l'a fait mal. Nous avons plus à perdre qu'à gagner en tentant d'être drôle. Voilà ce qu'avait conclu le responsable de Microsoft. Et c'est vrai que le cas Volkswagen semble une fois encore lui donner raison aujourd'hui. Merci Simon Tenenbaum. Le 1er avril, c'était aussi le jour de l'entrée en vigueur de plusieurs mesures, dont une concernant les cookies publicitaires. On fait le point tout de suite avec notre invité. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. La fin du sursis pour les cookies. Depuis jeudi, la CNIL, le gendarme des données, peut désormais sanctionner les éditeurs qui pistent leurs internautes sans avoir leur accord. Alors, quelles vont être les conséquences pour l'industrie de la pub en ligne? On en parle avec Nicolas Rieul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Criteo France, spécialiste du ciblage publicitaire, et vous êtes aussi président de l'IAB France, on le rappelle. Alors, ces cookies sont ces petits trackers qui permettent d'affiner le ciblage publicitaire. Depuis le 1er avril, les internautes doivent pouvoir refuser beaucoup plus facilement ces cookies lorsqu'ils ouvrent un site, au risque d'être sanctionnés. Craignez-vous, Nicolas Rieul, un effondrement du taux de consentement ?
Alors le consentement, ça fait des années, ça fait depuis 2000 avec la directive e-privacy qu'il est obligatoire en France, mais c'est vrai qu'on n'avait pas une demande explicite et vous avez ces bandeaux, vous le savez, de scroll en continuant ma navigation, j'accepte. Aujourd'hui, on doit avoir un acte positif du consommateur et du consentement. D'après les premiers, puisque évidemment les tests ont été effectués par le marché, Criteo n'est pas un média, donc n'affiche pas directement ces pop-up de consentement, mais par contre, on peut lire ce qui se passe et avoir les premiers retours d'expérience. Et a priori, il y a plutôt un plébiscite des consommateurs puisqu'on est sur des taux de consentement autour de 70 à 90%. Mais il baisse toutefois. Vous passez d'un ce qu'on appelait un soft opt-in, le fait finalement de... On n'est plus sur un qui ne dit mot consent, vous voyez, donc on avait un taux effectivement qui était souvent très élevé sur les sites, parfois 95, 100%, et donc effectivement le fait d'avoir cet acte positif, et puis parfois les utilisateurs ne font pas de choix. Et s'ils ne donnent pas leur consentement, il n'y a pas d'utilisation, s'ils ne s'expriment pas, des cookies publicitaires. Et donc ça crée évidemment un écart, évidemment, par rapport à la situation précédente, mais on est loin d'un scénario catastrophe, puisqu'effectivement on est sur des taux assez élevés d'acceptation des utilisateurs, a priori. Cela dit, Criteo s'est quand même construit sur les cookies. Enfin, c'est la technique de Criteo qui consiste donc à retargeter, comme on dit en français, à resservir, à remontrer des pubs qui ont pu intéresser un internaute à un moment et à le retrouver au cours de sa navigation. Ça marche avec les cookies. Du coup, comment est-ce que Criteo réagit à ça? Comment est-ce que vous vous repositionnez? Et est-ce que vous reconsidérez purement et simplement votre modèle? Alors Criteo ne repose pas que sur les cookies et depuis longtemps, mais effectivement historiquement c'était le cas. Il y a d'autres types d'identifiants publicitaires. Pour vous donner une info, par exemple, au sein de notre base de données, les cookies tiers, c'est seulement 5% de notre base qui repose uniquement sur les cookies tiers. Mais au-delà de ça, donc il y a effectivement il y a plus de 2 ans maintenant, Criteo qui a été un champion de ce produit que vous avez appelé, qui est toujours le reciblage publicitaire, et qui a lancé une transformation pour finalement offrir aux annonceurs plusieurs types de produits, et notamment sur le haut de funnel, et pas seulement sur la publicité à la performance pour les e-commerçants. Aujourd'hui, Criteo, c'est 3 offres. La première qui est liée à une relation individuelle avec le consommateur. Donc concrètement, ce sont des publicités qui sont personnalisées à l'individu, avec une recommandation produit individuelle. Et ça, vous l'avez vu, à 70-90%, on va pouvoir continuer d'y travailler. Exactement. Une offre qui est liée au groupe d'intérêt. Donc cette fois-ci, en fait, l'individu est mis dans un groupe, et donc chaque publicité est la même pour le groupe. Et ça, c'est la force de Criteo, c'est 1600 groupes d'intérêt, commerce. C'est des profils, en fait. C'est des gens qui ont le même genre de... Et la valeur ajoutée de Criteo, parce que c'était le partenaire de 21 000 commerçants dans le monde, eh bien, c'est d'avoir 1600 profils d'intérêt. Donc ça va de la croquette pour chien au mobilier de jardin, qui peut être activé par les marques. Et notamment sur la vidéo également. On parlait du spot de La Redoute tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est du haut de funnel, c'est de la notoriété de marque. Eh bien, ça fonctionne aujourd'hui avec Criteo, et on accélère de façon très importante aujourd'hui, puisque l'année dernière, ces produits étaient en croissance de plus de 50%. C'est-à-dire que vous êtes adapté en fait en amont, en fait, pour avoir des alternatives, c'est ça? C'est possible aujourd'hui, selon vous, de faire du ciblage publicitaire sans cookies? Alors, il y a deux types de pratiques. Il y a à la fois le fait, il faut avoir le consentement de l'utilisateur si à un moment vous voulez avoir de la publicité personnalisée, qu'elle soit individualisée. Alors si on dit non, et si on dit non, on arrive justement sur notre troisième offre, qui est la publicité contextuelle. Et cette fois-ci, c'est une publicité qui est 100% sans données personnelles. Et donc là, Criteo est à 2 offres, une qu'on lance ce trimestre justement et qui est toute nouvelle, et une sur laquelle on a investi depuis plusieurs années, qui s'appelle le Retail Media. Ce qui nous intéresse, c'est le contexte. Et ce qui intéresse les marques, notamment sur le digital, c'est le contexte transactionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, j'affiche une pub au sein d'un e-commerce.
Et ça intéresse particulièrement les marques. Je fais un parallèle avec les magasins de la vie physique. Vous avez une tête de gondole, une marque est mise en avant dans un magasin. Sur le e-commerce, eh bien, j'ai envie d'avoir une publicité là-dessus. Criteo est leader dans le monde du retail média aujourd'hui. On est la technologie qui accompagne les différents acteurs. Et donc, c'est purement contextuel par essence, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce lien contextuel. Et ce qu'on lance là, et qui est tout à fait nouveau, c'est de pouvoir afficher de la publicité contextuelle sur des médias, en analysant l'article, de façon sémantique. On a des algorithmes qui vont comprendre et analyser les images, et la petite touch Criteo au-delà de l'algorithme, c'est de croiser ça avec nos données commerce pour vraiment prédire si un utilisateur à un instant T va être intéressé par une marque ou non. Alors très rapidement, il nous reste plus beaucoup de temps. Que pensez-vous de l'alternative proposée par Google, Flock, qui doit permettre justement au site web d'afficher des publicités pertinentes, mais sans identifier personnellement les utilisateurs? Alors là, on avait le scénario, on va dire, CNIL de la législation et sur lequel on a une demande de consentement qui existera avec Flock d'ailleurs. Et là, c'est une gestion, on va dire, on apporte une sécurité, on met finalement l'utilisateur, on le traite plus de façon individuelle, mais on le met effectivement dans un groupe. Ça, c'est tout à fait compatible aujourd'hui avec justement nos groupes d'intérêt dont je parlais, c'est 1600 segments. Et puis par ailleurs, le marché est en train de créer des alternatives pour que sur l'Internet ouvert, donc en dehors de ces walled gardens et des acteurs dominants, on puisse continuer à proposer aux marques d'avoir une relation individuelle avec le consommateur. Merci Nicolas Rieul d'avoir répondu à nos questions. Directeur général de Criteo France. Merci à Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Très bon week-end à tous sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.